Effectivement, les attaques en général aujourd'hui encore se détectent de façon un peu hasardeuse. Donc ça c'est un constat qui est quand même globalement un constat d'échec. Aujourd'hui, en fait, je crois pouvoir dire depuis 2-3 ans, à la suite des grandes attaques qui ont été médiatisées, mais il y en a plein d'autres dont on n'a pas parlé, je pense qu'on est en train de passer de la prise de conscience à l'acte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous l'impulsion de la NSSI en particulier, à la suite du livre blanc, les opérateurs d'importance vitale vont devoir signaler les incidents, donc déployer des capacités de détection, d'analyse et donc faire de la surveillance. Donc je pense qu'on est dans un, j'ai envie de dire, on est un peu, j'espère, dans un cercle vertueux où on ne va pas simplement réagir quand on est attaqué, mais avoir une dimension beaucoup plus mature sur le sujet. De tout temps, les États se sont espionnés. Je dirais que les systèmes d'information, les réseaux et puis Internet en général offrent une capacité démultipliée d'informations et de collecte d'informations. Donc finalement, je ne sais pas s'il y a un besoin d'espionnage, il y a simplement un terrain absolument fantastique pour les États pour espionner du fait on parle de big data, de toutes ces volumes considérables d'informations qui sont des sources d'informations dans le cadre de l'espionnage absolument fantastiques. Donc en fait, pour conclure sur cette question, je dirais que les réseaux facilitent les opérations d'espionnage puisque l'information est disponible. On peut aussi rajouter une autre dimension aujourd'hui extrêmement présente, c'est qu'il y a ces mesures, on va dire, préventives que je viens d'évoquer rapidement, et puis on peut également mettre en place des mesures qui vont permettre de vérifier, on parle de contrôle permanent dans le monde de la banque, vérifier la qualité des lignes de défense, la compréhension des risques au travers d'audits techniques par exemple, ou d'exercices de crise. Alors, dans les grandes tendances que l'on observe, je dirais qu'en plus Thales a une bonne qualité d'observation, si je puis m'exprimer ainsi, dans la mesure où on a une équipe qui intervient auprès de clients qui sont sous attaque pour les aider à comprendre l'attaque, à préparer le plan de reconstruction. On a une offre d'abonnement qui permet de garantir à nos clients une disponibilité des bonnes personnes au bon moment. Bref, on a une vision très opérationnelle du sujet. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la tendance est, je pense, globalement partagée par tous, c'est le fait que les attaquants aujourd'hui vont aller chercher des vulnérabilités sur le poste utilisateur, qui peut être un smartphone, qui peut être plus communément un PC ou une tablette, et finalement par le biais d'un poste utilisateur souvent pas mis à jour, mais qui paradoxalement a accès à quasiment toutes les applications de l'entreprise. C'est d'une certaine façon plus facile que de passer par une attaque directement sur un serveur. Donc en fait la tendance est aujourd'hui utiliser soit la naïveté de l'utilisateur, soit son manque de formation ou son incompréhension des risques pour rentrer dans le système via typiquement des applications pas mises à jour et ensuite aller prendre des informations de nature stratégique dans l'entreprise et choisir un chemin d'exfiltration qui soit autre. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on peut constater dans les opérations que l'on mène. Et puis du côté des défenses, aujourd'hui on est globalement, je pense, dans une prise de conscience des entreprises sur le fait qu'ils doivent avoir des architectures de leur système beaucoup plus segmentées, beaucoup plus en profondeur pour éviter des effets dominos systémiques sur les systèmes lorsqu'il y a des attaques. Alors s'il s'agit de la sécurisation d'Internet en général, la question est très vaste. S'il s'agit d'aller sécuriser des systèmes d'information d'entreprise qui sont connectés à Internet, on est déjà dans un champ plus raisonnable. Bon, c'est-à-dire que ça a été rappelé à de nombreuses reprises par les services de l'État, la NSSI en particulier. On peut commencer par du B.A.B.A, c'est-à-dire déjà sur les postes utilisateurs, des mots de passe de qualité. Et puis on peut ensuite aller dans des choses un petit peu plus profondes avec des architectures de systèmes un petit peu mieux segmentées, architecturées dans la profondeur et pas simplement finalement avoir une espèce d'entreprise en râteau comme on disait il y a quelques années. Et puis ensuite on peut parler aussi de la gestion des droits et puis d'autres sujets extrêmement importants qui sont la mise à jour des systèmes et des applications. Songez que tous les jours il y a environ entre 20 et 30 nouvelles vulnérabilités. Quelle est la gestion, la prise en compte de ces vulnérabilités dans les entreprises? C'est en soi un sujet qui mérite une attention toute particulière pour être moins exposé aux attaques. Aujourd'hui, rares sont les entreprises qui ont la maturité qui leur permet de faire le lien jusqu'au contrôle, le portail d'accès, le portique d'accès avec de la gestion des identités et des droits jusqu'à la traçabilité des actions, logique, s'entend. Idéalement, ça serait ça, une véritable défense en profondeur, ça serait de prendre les choses de façon très globale. La réalité aujourd'hui, c'est que, de mon point de vue, on n'en est pas encore là.
soit par le problème d'investissement. La sécurité a un coût, faut le redire. Même si des mesures très basiques n'ont pas des coûts conséquents, à un moment donné, il faut accepter d'investir, mais on est dans un modèle d'assurance, c'est-à-dire qu'on a tendance peut-être à se dire l'attaque c'est pour les autres, je ne suis pas concerné ou je n'intéresse personne. Or, dans un monde interconnecté, on est forcément à un moment donné concerné. Bon, le sujet des processus industriels dit SCADA, de façon peut-être plus compréhensible, les systèmes de commande-contrôle, les actionneurs, les capteurs, tout ce qui relève de processus industriels, j'ai envie de dire dans le monde réel, en vrai, hein, des systèmes d'ouverture de vannes pilotés par l'informatique. Donc ça c'est clairement un grand sujet d'inquiétude et d'actualité, notamment sous l'impulsion de l'ANSSI pour arriver à une meilleure sécurité. Donc ça c'est clairement un sujet d'intérêt national qui doit être traité à mon sens par des partenariats. D'ailleurs Thales vient de signer un partenariat avec Schneider sur ce sujet-là pour arriver à augmenter le niveau de sécurité des systèmes industriels. Donc je pense qu'on est au début de cette histoire et de proche en proche, on va en quelque sorte déployer des principes de sécurité qui étaient mis en place dans des systèmes d'information traditionnels vers le monde industriel. Ça veut dire de la traçabilité, ça veut dire la détection d'anomalies, ça veut dire une capacité de travailler en mode dégradé. Bon, ça pose des difficultés assez significatives par rapport aux normes de fiabilité. C'est-à-dire que voilà, c'est deux mondes qui doivent mieux se parler entre le monde de la fiabilité sûreté et le monde de la sécurité. Donc on est au début de cette histoire, il y a une très forte impulsion de l'État et les industriels derrière suivent par des partenariats pour essayer d'améliorer de façon très significative la sécurité du monde industriel. Aujourd'hui, je trouve que les entreprises sont trop dans un mode extrêmement réactif. Donc je détecte une attaque quand je la détecte et puis je cours en quelque sorte après l'attaque pour essayer de l'arrêter. Je pense qu'il faudrait arriver à plus de maturité avec des capacités de surveillance, de traçabilité, de façon à la fois accélérer la compréhension, l'investigation et donc la réaction et être beaucoup plus dans un mode, je presque envie de dire plus professionnel, en tout cas plus mature. On l'a observé dans des attaques subies par des grands groupes où finalement le budget SSI de la DSI était de l'ordre de 3 à 5%. Donc capacité extrêmement faible d'investissement. Et à la suite de l'attaque, dans le cadre de la compréhension et de la réaction, d'un seul coup, la part sécurité du budget de la DSI pouvait monter jusqu'à 30, 40, voire 50%. Et donc, c'est ça qu'il faut éviter, c'est essayer d'éviter cette crise absolument considérable pour le... On a coutume de dire que les systèmes d'information sont les systèmes nerveux des entreprises. Une atteinte du système nerveux a des conséquences techniques, mais financières absolument considérables. Donc l'objectif, c'est quand même d'arriver à un seuil acceptable pour éviter la catastrophe ou la crise. On ne peut pas jouer comme ça à la loterie avec une entreprise. Et il y a des exemples. Un exemple d'une société néerlandaise qui a déposé le bilan à la suite d'une attaque dans son système de gestion de clés. Donc en fait, on ne peut pas, c'est intellectuellement à mon avis absolument insoutenable de se dire je joue au loto sur la sécurité de mon entreprise, donc la vie de l'entreprise. Et en même temps, effectivement, ça peut être vu, la sécurité peut être vue comme des budgets absolument considérables, voire inaccessibles, pour un gain qui est toujours difficile à mesurer tant qu'on n'a pas subi une attaque. Donc là, on est complètement dans la problématique de conseil et d'assurance. Moi, j'aurais envie de dire, essayons aussi de notre côté, experts du domaine, à ne pas donner l'impression qu'on est face à un mur infranchissable et que tout est compliqué et que quand bien même on ferait tout ça, on n'arrivera pas à arrêter les attaques. Donc je pense qu'on a peut-être un discours à revoir, avoir une démarche plus pédagogique, à expliquer qu'il y a des choses simples qui ne coûtent pas nécessairement beaucoup d'argent et de monter la maturité, le niveau de sécurité d'un système d'information d'une entreprise de taille moyenne, de proche en proche, avec des actions très concrètes et commencer par avoir, par exemple, un exemple extrêmement simple, d'avoir un système d'administration qui soit sur un réseau dédié ou en tout cas sur des machines dédiées et non pas faire de l'administration et ensuite de la messagerie. C'est une bonne pratique qui ne coûte pas cher et qui déjà protégerait. Voilà, il y a aussi des exemples simples et on n'est pas face à quelque chose d'absolument inaccessible pour des entreprises de taille moyenne. Pour un RSSI, aujourd'hui, son besoin c'est s'il y a une attaque, comment il fait. Donc aujourd'hui, nous, en tout cas, Thales, on se positionne sur une offre très innovante qu'on a d'intervention pour aider un client qui serait sous une attaque. On a mis ça sous une forme d'abonnement qui garantit à notre client une intervention en moins de 24 heures d'experts de Thales qui vont venir l'aider. Donc c'est une garantie à comprendre et à réagir. C'est une garantie de disponibilité des bonnes personnes au bon moment. Donc on est revenu sur un mode
beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus concret et sans doute plus aussi financièrement à l'échelle d'un RSSI ou d'une DSI. Le système d'information tel qu'on comprend aujourd'hui sera complètement encore plus éclaté qu'il n'est, indépendamment du cloud, hein, juste au sens du terminal. Bon, difficile de se lancer dans la perspective. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a ce sujet-là, on l'a vraiment. Et aujourd'hui, je vois, au travers de 2 clients très significatifs, ils nous ont demandé de réfléchir à qu'est-ce que pourrait être la sécurité de smartphone ou de tablette, donc dans un mode complètement éclaté, un mode extrêmement mobile. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc je pense que la logique de séparer, j'y crois pas, parce que déjà on n'a pas réussi à le faire dans certains mondes industriels, bureautiques et autres. Donc de toute façon, la séparation est, je pense, un mode, sauf dans des sujets très très spécifiques qui relèvent du classifié de défense. Je ne crois pas au mode de la séparation, je pense plus à nouveau à de la gestion de risque. Et il existe, et à nouveau, on n'est pas face à quelque chose d'impossible, il existe des solutions. Thales a une solution qui s'appelle Théopad pour sécuriser les smartphones. Donc c'est toujours la même chose, je pense qu'on partage tous le constat, mais à un moment donné, il faut accepter de se dire, par rapport à des risques, il faut que j'investisse pour me sécuriser, et il y a des solutions qui existent. Alors, au sujet de la sécurité et sûreté ou fiabilité, comment on pourrait essayer de concilier ces deux mondes qui ne se parlent pas suffisamment, un monde très industriel et un monde plutôt IT, pour faire simple. Il se trouve que dans mes équipes, j'ai 2 laboratoires. Un laboratoire dédié à la sécurité, qui est un CESTIS, c'est-à-dire un laboratoire qui a été agréé par le COFRAC et certifié par la NSSI, qui est dédié à l'évaluation des produits de sécurité au regard d'une norme qu'on appelle les critères communs, bien connus de tout le monde. Donc on a cette compétence-là. Mais la caractéristique de Thales dans ce domaine-là, c'est que l'on a au même endroit colocalisé un autre laboratoire qui lui est en partenariat avec le CNES et lui dédié à la sûreté, à la fiabilité de fonctionnement. Donc faire subir des tests dans des conditions extrêmes à des puces ou à des PC pour voir comment ils réagissent si l'information continue à circuler. Et on s'intéresse aussi à la contrefaçon. Donc on a finalement 2 laboratoires qui sont colocalisés, un sur la sécurité, un sur la sûreté, et également avec une dimension de contrefaçon qui peut avoir des impacts de sûreté ou des impacts de sécurité. Et on voit bien que ces 2 mondes, aujourd'hui, doivent plus cohabiter. Et il y a des sujets qu'on peut traiter dans le cadre de la sûreté, de fonctionnement d'un composant en situation extrême, de chaleur par exemple ou d'humidité, et qui finalement va entraîner une faille de la sécurité. Et on peut tout à fait le voir dans l'autre sens. Quand on ouvre des puces, quand on regarde dans des profondeurs extrêmement importantes des composants pour déterminer s'il n'y a pas des backdoors matériels qui ont été installés, on peut aussi voir des défauts de sûreté qui pourraient entraîner des problèmes de fiabilité. Être SEAL, c'est protéger les données personnelles des salariés et puis des personnes extérieures éventuellement à l'entreprise, puisqu'on collecte des données de candidats qui voudraient rentrer chez Areva, comme on collecte des données des salariés. Chez Areva, finalement, on a été très vite convaincu que la protection des données personnelles, qui est la prolongation finalement de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il fallait donc protéger ces données qu'on collectait, qu'on traitait. Il fallait donc informer les personnes dont on collectait les données de l'usage qu'on allait en faire, le traitement qu'on allait en faire, leur rappeler qu'elles pouvaient y accéder, qu'elles pouvaient demander la modification de ces données, voire la suppression de ces données. Et puis, il y avait les balbutiements de ce droit à l'oubli qui est en train de consacrer le règlement communautaire qui est en discussion à Bruxelles. Oublier la donnée, et c'est vrai que c'est quelques années après, vous revenez dans votre entreprise, vous allez voir la personne qui vous a interviewé et vous lui demandez est-ce que vous avez bien effacé la donnée que je vous avais demandé d'effacer. Le bénéfice, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise qui a un SEAL, vis-à-vis de l'extérieur, elle montre un respect de la donnée personnelle et donc quand une société va vouloir passer un appel d'offres, qu'elle soumissionne 3 sociétés et il y en a 2 qui ont un SEAL, elle va choisir entre les 2 qui ont le SEAL et celle qui n'a pas de SEAL, je dirais qu'elle sera automatiquement éliminée parce que maintenant ça devient vraiment important pour l'image de marque et d'ailleurs la CNIL s'en est bien rendu compte puisque la CNIL quand elle sanctionne d'abord par une mise en demeure de se mettre en conformité. Ensuite, éventuellement, elle vous donne une amende. Mais la 3e chose qui est la plus importante, c'est la publication de la sanction. La sanction pour l'image de marque. Et c'est vrai que quand le Crédit Lyonnais a été condamné à 75 000 € d'amende,
de même que Google récemment a 100 000 € d'amende, c'est pas grand-chose finalement pour eux. Par contre, que d'être montré du doigt comme ne protégeant pas bien les données collectées, là c'était mauvais pour eux. Il faut être près de la direction générale pour pouvoir justement dire non à un opérationnel qui va vouloir connecter par exemple des données discriminatoires, qui va vouloir mettre en place un traitement qui n'a pas été autorisé par la CNIL. Donc le CIL, il a vraiment un rôle de conseil et le CIL, il travaille avec un réseau de RIL, Relais Informatique et Liberté, et dans ces RIL, eh ben, il a le DSI, mais il a aussi le RSSI. Et puis il a la direction de la communication parce qu'elle met en place beaucoup de choses en contact avec l'extérieur. Il est important justement d'avoir une bonne image de marque et de ne pas faire n'importe quoi avec les données personnelles. Et elle travaille bien sûr aussi avec la DRH. Pourquoi la DRH? Parce que c'est la DRH qui collecte le plus de données personnelles. Et la DSI, pourquoi? Parce que c'est elle qui les met en œuvre dans des bases automatisées. Donc un gros travail de communication a été fait par l'intermédiaire à la fois d'une note de nomination. Rappelons mes missions principales. Il y a eu aussi des notes de procédure. La DSI, dans ses notes de procédure, a dit attention, si dans une base de données il y a des données personnelles, la donnée personnelle c'est tout ce qui permet de reconnaître directement ou indirectement une personne, eh bien il faut passer de façon obligatoire par le CIL. Donc si l'entreprise n'a pas encore mis en place ou ne connaît pas son niveau de maturité, il s'agit de démarrer par un diagnostic, un état des lieux. Avec l'état des lieux, la personne doit être capable d'identifier les tâches, les actions qui ont été mises en place pour connaître, gérer sa donnée nominative et donc à partir de cette partie-là, il peut établir une feuille de route, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui cadre avec les obligations légales et qu'est-ce qui a été mis en œuvre, ou bien ou pas bien. Et à partir de là, cette feuille de route permet de dérouler un plan d'action pour réaliser la mise à niveau. Il y a plusieurs critères. Il y a le critère nombre de traitements, c'est-à-dire plus l'entreprise, ça va dépendre aussi de la taille, mais pas uniquement. Le plus important va être le nombre de traitements nominatifs mis en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il s'agira de les identifier, il s'agira de les cartographier pour comprendre comment ils fonctionnent, pour vérifier effectivement leur licéité, la légalité des traitements, etc. Et ça dépendra aussi comment est structurée l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que je suis sur un site ou est-ce que l'information va être partagée entre différents sites? Tout ça mis ensemble va générer une approche du travail complémentaire. La conformité est un projet transverse à l'entreprise. C'est-à-dire, l'informatique, bien entendu, va être partie prenante du projet, étant donné qu'elle va maîtriser la plupart de l'information. Je tiens à préciser que même si la loi s'applique, s'appelle loi informatique et liberté, les traitements nominatifs papier sont aussi dans le périmètre. Donc le risque majeur n'est pas l'informatique, n'est pas que l'informatique. C'est-à-dire toutes les informations qui traînent dans les classeurs, qui sont dans les armoires, vont être sous la même protection, le même respect de cette législation, et souvent cette approche est occultée par les différents services. Donc l'audit aura sa part des choses, le service achat, s'il existe, aura sa part des choses à faire, le service informatique, etc. Donc c'est vraiment un projet transverse pour garantir ou mettre en place une démarche de conformité. Il faut comprendre que la conformité va s'appuyer sur plusieurs textes, c'est-à-dire va falloir maîtriser son patrimoine informationnel pour arriver à comprendre et à maîtriser les flux d'informations, les acteurs, la manière de collecter et la manière de sécuriser l'information et de garantir bien entendu tout ce qui concerne les durées de conservation et les droits à l'oubli. Donc en tant qu'éditeur, si je suis éditeur d'une solution logicielle ou fournisseur de solutions quelles qu'ils soient, ben je dois intégrer toutes ces fonctionnalités pour permettre à mon client de répondre à ses exigences légales. Le CIL, au jour d'aujourd'hui, a une mission plus de conseil. Le DPO se rapproche, à mon avis, plus du Datenschutzbeauftragten allemand qui a un rôle de contrôle, d'apporter, d'être le garant
de cette conformité avec un pouvoir de blocage. Le DPO donc, aura des missions complémentaires à celles qui existent aujourd'hui, et le fait de le rendre obligatoire va aussi nécessiter que ce DPO soit formé, dispose des bonnes bases pour pouvoir répondre à ces obligations, ce qui n'est pas le cas actuellement. Là, on parle donc de l'adoption du règlement européen en 2014 pour une applicabilité donc en 2016. Alors, il faut revenir au bon sens paysan, c'est-à-dire que mon métier, moi, c'est de protéger les données de la compagnie et en particulier la fuite. Donc moi, mon point focal actuellement, c'est voir où il pourrait y avoir des chemins de fuite, où des données pourraient s'échapper. Après, par quels médias? Ça peut être par la mobilité, par des devices, par des clés USB, par des comportements anormaux de certaines personnes qui, par exemple, s'envoient sur leur compte Gmail des documents qu'ils veulent finir à la maison, etc., etc. Mais je pars toujours de la source, la donnée. Donc moi, je traque la donnée, je dirais à la culotte, en essayant d'être pertinent dans mon analyse, parce qu'il y a des données, il y a des milliards échangés, et donc tout l'art maintenant, c'est de traquer la bonne donnée et la bonne fuite. À partir de là, on en déduit des comportements, parce que les fuites que l'on constate, on les analyse et on peut avoir une riposte, je dirais, et là, à partir de là, des outils, des process, des façons de se comporter. Donc ça peut finir par l'installation de nouveaux produits informatiques, ça peut se traduire par de nouvelles procédures, de nouvelles interdictions aussi, ça peut arriver. Tout le monde a eu son expérience, alors tout le monde s'est fait attaquer, s'est fait pomper de la donnée, il y en a qui ne se sont pas encore aperçus, je crois. Je pense qu'il y a des puissances étrangères en particulier qui sont très avides de tirer de la donnée pertinente, technologique, économique, des grands acteurs français en particulier. Il y en a qui ne se sont pas aperçus. Parce que les attaques sont maintenant, c'est ce qu'on appelle les attaques ciblées, des attaques très sophistiquées que les antivirus, les pare-feux, les anti-machins, les anti-choses ne détectent pas. Et donc là, l'analyse devient plus difficile. Mais non, moi je suis persuadé que tout le monde s'est pris une charge utile un jour ou l'autre. Le seul truc, c'est de s'apercevoir ou de ne pas s'apercevoir. C'est plus le boutonneux hacker, le petit génie à la maison qui va écrire ses petits programmes à l'assembleur, qui va essayer de pirater les sites web des grandes agences. Non, aujourd'hui, ce sont des gens très organisés, ce sont même des agences gouvernementales, je ne citerai pas, mais on voit très bien qu'il y a des organisations, c'est-à-dire que dans certaines attaques, on sent très bien qu'il y a un premier niveau d'attaque qui pénètre le système d'information. Une fois qu'ils ont pénétré, on s'aperçoit que la façon de procéder, le modus operandi des gens change, c'est-à-dire que par exemple, ils passent à une équipe d'experts dans le domaine. Le gars essaie de rentrer chez des CNS, il s'aperçoit que c'est des bateaux de guerre, il va appeler les spécialistes de bateaux de guerre, et là on voit que le modus operandi de la personne est tout à fait différent, et on sent qu'il va chercher plus dans notre domaine de business. Donc on sent de l'organisation, de la sophistication, avec des codes cachés. L'exfiltration des données se fait chiffrer maintenant, donc il est de plus en plus difficile de les détecter. Ils exfiltrent en se faisant passer pour du web browsing, c'est-à-dire comme si c'était quelqu'un qui surfait sur le web, avec des petits paquets, ils coupent en petits morceaux les données qu'ils exfiltrent et ils ont la patience de mettre plusieurs mois à exfiltrer les données. Donc sophistication, organisation, et c'est effrayant parce que les gens sont vraiment très forts. Nous, on est en dehors de l'informatique. Chez des CNS, la sécurité a toujours été extérieure à la DSI. Donc c'est assez intéressant dans la mesure où je peux être juge sans être jugé parti comme j'aurais pu l'être à la DSI. L'inconvénient, c'est que j'ai un budget séparé et qu'il faut convaincre la DSI des fois d'investir dans des équipements de sécurité qui ne sont pas sa priorité, bien entendu, puisque ce n'est pas dans son organisation. Je crois qu'il faut plutôt faire la part des choses et de dire qu'il y a une coupure sérieuse entre la vie privée et le business. Et moi, je ne crois pas au bring your own device et des choses comme ça qui sont, sur le plan juridique, sur le plan de la sécurité, inextricables. Moi, je ne peux pas gérer des iPhones ou des iPads avec des plans de navires de guerre dessus. Je ne sais pas le faire et juridiquement, je n'aurai aucun moyen d'intervenir en cas de problème. Et la mobilité, chez nous, elle est très compliquée. Effectivement, on ne peut pas faire véhiculer sur des réseaux des données claires en clair. Par exemple, tout est chiffré. Donc il faut utiliser un chiffre qui va bien, c'est-à-dire que les puissances ennemies ou les gouvernements ne puissent pas craquer facilement. Donc il y a
toute une méthodologie pour renforcer, durcir les communications en mobilité. Et en mobilité, on ne fait pas n'importe quoi, on n'accède pas à toutes les applications. On va accéder à sa messagerie, mais on n'accédera pas aux maquettes 3D des navires de guerre, par exemple. Oui, le cloud, sur le plan de sécurité, c'est très difficile à gérer dans la mesure où on a des inconnus, beaucoup trop d'inconnus. Et la protection de la donnée, elle est aléatoire dans le transfert depuis le device vers le cloud et ensuite dans le cloud lui-même qui va regarder, etc. Donc les clouds américains, par exemple, moi je n'ose même pas y penser puisqu'on sait donc dorénavant que la NSA va le scanner et va analyser tout ça. Le cloud français, pourquoi pas, mais je pense que par définition, le cloud a une notion de volumétrie importante, c'est-à-dire que beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'industriels peuvent y mettre des données. Et moi, je tiens beaucoup à cloisonner mes données, donc je ne suis vraiment pas prêt, dans la version actuelle de la technologie, de parler de cloud. Les données sur mes employés, sur les données RH en général, ce sont des données très personnelles, il faut faire très attention. Donc le cloud, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup d'offres aujourd'hui des prestataires de gestion de personnel qui sont dans le cloud, mais avec des normes de sécurité drastiques, parce que il y a la loi de la CNIL qui va contrôler que les données sont bien protégées, etc. Mais aujourd'hui, du point de vue sécurité dans mon entreprise, moi je n'y tiens pas dans la mesure où par les données personnelles on peut avoir les fonctions des gens, donc l'organigramme, donc donner des informations pour faire ensuite du phishing, c'est-à-dire en connaissant l'organigramme, monsieur machin est ingénieur en tel truc, en général dans son libellé il y a ingénieur sous-marin, ingénieur torpille, et c'est donner une indication ensuite pour que ce monsieur reçoive des mails très ciblés en disant vous êtes l'ingénieur de l'année dans la conception des torpilles, il va cliquer sur un lien parce qu'il veut voir sa photo et puis ping, c'est fini, il a pris une charge utile et son poste est infecté. Quand je suis rentré chez DCNS, le système d'information était un accessoire, ce n'était qu'un accessoire pour fabriquer des navires. Aujourd'hui, l'informatique est un des points clés qui préside depuis la création d'un navire jusqu'à sa maintenance. C'est-à-dire que c'est un système mission critical, je dirais, pour l'entreprise. Donc ce changement de priorité des systèmes d'information, il a fallu l'accompagner parce que tout le monde ne suit pas à la vitesse des systèmes d'information et il y a eu un grand changement de culture à opérer qui a fait que la sécurité par exemple des systèmes d'information c'était quelque chose de totalement accessoire, qui était académique et dans le livre on parlait de sécurité mais la réalité des choses n'était même pas perçu par les gens. Nos clients sont des militaires par définition, ils ont tous les cheveux très courts. Et la culture du secret, oui, fait que c'est un plus et c'est un moins, parce que la culture du secret militaire, c'est le secret de défense, il est régi par des lois, par des règles, et si on déroge la règle, la punition, la sanction, elle est claire, c'est la prison et l'amende. Mais tout ce qui est autour, qui ne relève pas du secret militaire, c'était open bar, c'est-à-dire que ça peut être quasiment publié sur le web, dans l'esprit des gens, bien sûr, je veux dire. Et donc, le challenge du RSSI en particulier, aujourd'hui, mon challenge, c'est de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas seulement le secret militaire, le secret des affaires, la compétition, elle est rude, elle est sauvage, nos compétiteurs sont riches, donc bien équipés, soit ce sont des États, soit ce sont de gros groupes industriels, et aujourd'hui, le challenge, c'est de mettre au même niveau le secret des affaires et le secret militaire qui lui est un peu dans les gènes de la compagnie. C'est la vigilance de ne pas être naïf, je crois que c'est surtout ça. Et à la fin d'une réunion, la personne qui vous tend la clé USB, il me dit tu me passes ta présentation, c'est le premier signal d'alarme, alors que ça paraît tout à fait anodin et très sympathique. Et dans la plupart des business, c'est quelque chose qui se fait mais couramment, on n'y pense même pas. Là, c'est un geste hostile qui peut amener pas mal de déboires à la compagnie par la suite. J'ai la chance de travailler pour une compagnie qui fait de l'armement, qui fabrique des armes. Et donc, à ce titre-là, je peux dire aux gens, attendez, là, on n'est pas chez Ikea, on n'est pas chez Bonduel, on ne fait pas des boîtes de conserve, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Et en particulier, sur les Facebook, etc., on ne va pas raconter sa vie. Je suis un spécialiste du guidage des torpilles, par exemple, c'est des choses qui ne se font pas, mais qui se sont vues. Je suis spécialiste des logiciels de combat. Ça, c'est pas acceptable. Donc,
en faisant comprendre aux gens qu'ils n'étaient pas dans un milieu tout à fait normal, mais plutôt dans un milieu très hostile, j'ai plus de pouvoir que mes collègues dans d'autres industries pour les convaincre de ne pas déconner, de ne pas s'étendre sur les réseaux sociaux et en particulier de ramener un petit mémo à se finir sur son tablette à la maison. Tout nouvel embauché doit passer dans une séance de sensibilisation qui est à comité réduit à 3-4 personnes, qui est donnée par l'officier de sécurité des sites dans lesquels ils sont intégrés. Et ce kit de sensibilisation intègre tous ces paramètres. Il est standard, il a été validé par toutes les autorités, dont moi, et on arrive à avoir un message cohérent passé à tous les nouveaux embauchés. En plus, il y a une charte d'utilisation des systèmes d'information qu'il est obligatoire de signer, sinon on n'a pas accès au réseau interne de DCNS. Donc il y a tout un environnement, tout un set de règles qui est mis dès le départ. Et moi je suis un peu le père Fautard aussi, c'est-à-dire qu'on parle aussi que si on déroge à ces règles, il y a sanction.